Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette autre livraison de votre édition complète de l'information sur Pan-African Media TV. Il est 20h, voici les grands titres. À la une de ce journal, à quelques semaines de la présidentielle au Tchad, Sorcès Massara, le leader du parti Les Transformateurs, appelle à un débat d'idées entre les 10 candidats en lice. Dans cette édition, nous reviendrons au Sénégal sur le voyage du président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie, les dessous d'une première sortie hors du pays depuis le 2 avril dernier. Et puis, nous irons ce soir au Moyen-Orient où la Russie est dans une dynamique d'alliance irrévocable avec l'Iran dans le cadre du conflit entre Téhéran et Jérusalem. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette troisième livraison de votre édition de l'information sur Pan-African Media TV dans le cadre de Pan-African News sur la télévision panafricaine qui vous unit et pour la souveraineté. Ouvrons ce journal et allons au Tchad où il reste quelques semaines et ce sera le scrutin présidentiel du 6 mai. À cet effet, le candidat Sorcès Massara propose un débat d'idées contradictoires entre les 10 candidats en lice. Oui, une initiative qui, si elle est acceptée, ce sera une option démocratique, mais aussi et surtout moderne pour ce pays qui attend les élections depuis 3 ans après le coup d'État qui a porté à la tête le fils Idriss Déby. Alors que la fièvre électorale s'intensifie à l'approche de l'élection présidentielle du 6 mai au Tchad, le pays s'apprête à vivre un moment politique inédit. Sorcès Massara, actuel Premier ministre et candidat à ce scrutin majeur, a surpris la scène politique en appelant à un débat public réunissant les 10 candidats en liste. Cette initiative, sans précédent selon lui, promettrait d'apporter un éclairage nouveau sur les enjeux et les propositions des différents prétendants à la présidence. Lors d'une déclaration retentissante, Sorcès Massara a souligné l'importance de placer le débat d'idées et de projets au cœur de cette campagne électorale. J'entends certains murmurer. Le peuple souhaite un débat public entre les 10 candidats sur nos projets de société. C'est du moins les dires du candidat, mettant ainsi en avant la volonté populaire de voir les concurrents confronter publiquement leur vision pour l'avenir du Tchad. Ils sont entre autres Mahamat Idriss Déby Itno qui participe à ce scrutin pour la première fois. Mansiri Lopsi Créo, aussi Nasra Gismanga pour la première fois, Lydie Beasemba et Sorcès Massara pour ne citer que ceci. La proposition de Sorcès Massara a rapidement suscité l'intérêt et l'enthousiasme auprès de sa base politique, mais aussi chez les électeurs soucieux de mieux comprendre les différences et les similarités entre les programmes des différents candidats. En effet, un débat réunissant l'ensemble des postulants offrirait une occasion unique de juger de la crédibilité, de la cohérence et de la pertinence des propositions avancées. Loin de placer Massara comme principal challenger du président sortant Mahamat Idriss Déby, cette initiative est inédite et historique pour ce pays d'Afrique centrale qui caresse l'espoir d'avoir un président démocratiquement élu depuis la mort du maréchal Idriss Déby. Dans un contexte où la démocratie et la transparence sont plus que jamais cruciales, l'appel de Sorcès Massara à un débat public reste plus que jamais salutaire. Et puis, nous devons le dire, nous suivons de très près les activités préélectorales de ce côté du Tchad, pays d'Afrique centrale, à l'aube de la présidentielle du 6 mai 2024, qui va devoir élire à nouveau un président à la tête de cet État. Allons cette fois-ci au Sénégal où le président Bassirou Diomaye Faye a effectué sa première sortie officielle hors du pays et c'est en Mauritanie. Les dessous d'une première sortie, dites-vous, faut dédier. Le président Bassirou Diomaye Faye suivrait-il ainsi les pas de son prédécesseur qui a également réservé sa première visite à l'étranger le 15 avril 2012 à son pays voisin, la Gambie. Mais les objectifs étaient bien évidemment différents avec la question de la paix en Casamance.
ville située au sud du Sénégal, et celle liée notamment au transport qui était donc au menu des échanges avec l'ancien président Yaya Jammeh. Monsieur Diomaye Faye, pour son premier déplacement international depuis son accession au pouvoir, a choisi de se rendre à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Cette visite, prévue donc du 17 au 18 avril 2024, revêt une signification particulière dans le contexte diplomatique régional. Beaucoup de liens unissent justement la Mauritanie et le Sénégal. Des liens surtout essentiellement économiques avec l'exploitation du gaz, mais plus l'exploitation commune du gisement de gaz Grand Tortue Hameim, qui reste le symbole fort du grand partenariat économique entre les deux pays. Le président mauritanien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani, avait donc pris part à la cérémonie de prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye. C'était le 2 avril dernier. Cette visite officielle pourrait remettre sur la table le dossier déjà reporté 2 fois en 6 ans portant sur l'extraction des premiers pieds cubes de gaz naturel liquéfié et qui est prévu fin 2024. Situé à 115 km des côtes mauritano-sénégalaises, Grand Tortue Hameim est l'un des champs gaziers les plus prometteurs du continent. Sa découverte a été officiellement annoncée en avril 2015. Nous en parlions déjà dans nos précédentes éditions. Après un point de presse tenu hier dans la ville de Douala, l'organisation de la propriété intellectuelle, je vais dire l'organisation africaine de la propriété intellectuelle a organisé ce mercredi dans la ville de Douala un colloque ayant pour but de faire connaître les produits locaux ayant pour label Made in Africa sur le marché international grâce aux indications géographiques. Les précisions dans cet élément. Le colloque de Douala sur les indications géographiques de développement qui a ouvert officiellement ses portes ce mercredi 17 avril 2024 intervient juste quelques mois avant la grande conférence qui aura lieu à Ouagadougou, une initiative de l'Organisation africaine des propriétés intellectuelles. Il s'agit à travers ce colloque qui est accouplé à une exposition de produits sous indication géographique, de montrer le chemin parcouru en matière de développement des indications géographiques en Afrique, mais également de réfléchir à comment mieux utiliser cet outil de développement à des fins de développement. Pendant cette rencontre, il a été question de mettre en relief les produits locaux ayant pour label Made in Africa. Les différents intervenants ont tour à tour affûté leurs arguments autour de la problématique de la maîtrise des outils des indications géographiques, du développement en Afrique comme moyen par excellence de faire connaître à l'extérieur les produits artisanaux locaux afin de mieux les commercialiser. Cette rencontre solennelle marque l'évolution de la technologie africaine, de l'innovation, parce que les indications géographiques constituent une richesse pour les pays. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine, comme a dit le ministre, mais d'ici 5 ans, je pense que tous les États africains, c'est l'objectif pour que chaque État ait au minimum 2 indicateurs géographiques, ce qui permettra une plus-value en termes de richesse, en termes de valorisation des produits. En ce premier jour de ce cadre de réflexion qui va durer 3 jours, les organisateurs n'ont pas manqué d'inviter les États africains et les différents acteurs à avoir une organisation optimale. Tout ceci, question de faire du label africain le produit le mieux vendu sur le marché. C'est précisément ce qu'on est aujourd'hui ici pour discuter. J'ai mentionné dans mon introduction la stratégie de l'Union africaine pour le développement des indications géographiques. C'est un processus, une stratégie que l'Union européenne a accompagnée depuis le début dans un partenariat avec l'Union africaine. Et donc aujourd'hui vient le moment de réfléchir à l'avenir de cette stratégie et je pense que c'est une occasion inespérée aujourd'hui et dans les jours à venir de discuter justement de qu'est-ce qui reste encore à faire sur le plan, sur ce qui a déjà été réalisé et c'est aussi l'occasion de discuter de ce qui reste à faire. Pour les différents acteurs, pour assurer son développement durable, l'Afrique doit miser sur les indications géographiques qui ont un effet positif
et améliore l'image du produit. L'expérience montre que l'enregistrement des indications géographiques augmente le prix du produit. Grâce aux indications géographiques, les producteurs ont une chance unique de définir leurs normes de production. Le colloque a été couplé par une foire d'exposition des produits locaux. Et puis, parlons de coopération bilatérale entre le Maroc et la principauté de Monaco. Un mémorandum a été signé hier mardi 16 avril à Casablanca entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, le Monaco Economy Board et le Club Entrepreneur Monégasque d'Afrique pour la promotion et la coopération économique commerciale. Plus de précisions dans cet élément que je vous propose de regarder. Cet accord marque une étape importante dans le renforcement des liens économiques entre le Maroc et la principauté de Monaco et promet de tracer de nouvelles voies vers une collaboration fructueuse et une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. Il a été signé par le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, et le président du SEMA, Frédéric Kers. En vertu de cet accord, les deux parties s'engagent ainsi à informer leurs opérateurs économiques respectifs sur les opportunités d'affaires qu'offre l'autre pays et à leur fournir l'assistance nécessaire pour les exploiter. En outre, il facilitera les échanges d'expertise en simplifiant les transactions commerciales et en encourageant les investissements mutuels. Les parties veilleront également à partager leurs connaissances et compétences, à encourager la participation aux événements économiques, à identifier les opportunités d'investissement et à faciliter les coopérations stratégiques. Au cours des échanges, pour la signature de ce mémorandum d'entente, le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, a souligné l'importance de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, évoquant un potentiel d'affaires significatif dans les secteurs clés tels que la finance, l'immobilier, le tourisme, la technologie et la logistique. De plus, il a mis en lumière les opportunités de collaboration reposant sur les complémentarités entre les économies marocaines et monégasques, notant que les échanges commerciaux qui se sont élevés à 3 millions d'euros au titre de l'année 2022 ne reflètent pas pleinement le potentiel de partenariat entre les deux pays. Pour sa part, Frédéric Goetz a exprimé la volonté des entrepreneurs monégasques de renforcer leur présence en Afrique lors d'une mission conjointe au Maroc, mettant en exergue l'importance stratégique du Maroc en tant qu'exemple de politique de développement sur le continent africain. Dans ce sens, il a manifesté son intérêt de nouer un partenariat avec le Maroc afin de bénéficier de son expertise et de sa position privilégiée en tant que plateforme vers l'Afrique, une démarche qui illustre l'engagement continu des entrepreneurs monégasques à contribuer au développement économique et commercial de l'Afrique, avec le soutien et la collaboration du Maroc. Toujours dans le registre de coopération, mais cette fois-ci entre le Mali et la Turquie, le thermomètre affiche plutôt bon. En marge de la 4e session de la commission mixte Turquie-Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, son Excellence Abdoulaye Diop, a rencontré le directeur de l'agence turque de coopération au développement, M. Serkan Kayala. Il était question du renforcement de la coopération et de nouvelles opportunités à explorer. Toujours dans ce journal, parlons coopération, mais cette fois-ci entre le Niger et la République des Pays-Bas. Le colonel Mezana Abdoulaye, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement du Niger, a reçu hier mardi en son cabinet, son Excellence M. Paul Tolen, ambassadeur du Royaume du Pays-Bas au Niger. Cette rencontre marque la reprise officielle de la coopération bilatérale entre les deux pays après une interruption suite aux événements du 26 juillet 2023. La délégation néerlandaise, composée de conseillers et d'experts, en visite de travail au Niger du 16 au 19 avril 2024. Cette visite vise à relancer la coopération dans les domaines de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, des secteurs clés pour le développement durable du Niger. Les discussions entre le ministre Mezama Abdoulaye et l'ambassadeur Paul Tolen
ont porté sur l'ensemble des activités du ministère et notamment sur le programme de planification stratégique pour la gestion durable des ressources naturelles de la vallée du Niger 2022-2027. Ce programme, financé par le Royaume des Pays-Bas depuis 2022, vise à la régénération des ressources naturelles, à la restauration des terres dégradées et à la création d'emplois pour les communautés bénéficiaires. L'ambassadeur Paul Tollen a réaffirmé l'engagement des Pays-Bas à soutenir le Niger dans ses efforts de développement durable. Il a annoncé que son équipe tiendra des séances de travail avec des experts du ministère pour formuler des propositions concrètes promettant la relance des activités précédemment suspendues. Parlons de toute autre chose actuellement, mais surtout de tensions au Kenya. Depuis la mi-mars, des centaines de médecins sont en grève pour exiger de meilleures conditions de travail et la hausse des salaires. Jusqu'ici, aucun signe de dénouement n'est perceptible. Les personnels de santé se disent donc dépassés et ne comptent pas lâcher. Depuis 5 semaines, les personnels de santé kenyans ne faiblissent pas. Les rues continuent toujours à interpeller le gouvernement. Les médecins et les praticiens du syndicat des pharmaciens et dentistes du Kenya exigent le paiement de leurs arriérés de salaire et l'embauche immédiatement des médecins stagiaires, entre autres griefs. Voyant leur doléance passer inaperçue, ils ont également menacé de cesser de procéder à des autopsies ou encore de témoigner devant les tribunaux si la police intervenait dans leur grève. Selon le secrétaire général du syndicat des médecins et des dentistes de la région du Rift Nord, le docteur Moulé Gamonzi, la plupart des affaires portées devant les tribunaux ont été paralysées à cause de cette grève et si la police tente de maltraiter les médecins en grève, la situation va empirer. Les conséquences de la grève sont dévastatrices. Cette situation entraîne l'augmentation des décès au pays car les patients sont voués eux-mêmes à leur sort. Le président du Kenya, William Ruto, était sorti du silence dimanche 7 avril dernier, affirmant que le pays n'avait pas les fonds nécessaires pour répondre aux revendications. Le chef du service public, Félix Koske, a lui exprimé l'engagement du gouvernement à reprendre les négociations avec les médecins. Cependant, il a précisé que toute réunion ne peut être programmée qu'à condition que les médecins suspendent leur grève en cours. Malgré ces multiples appels, les médecins se disent continuer jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Notons que cette crise fait écho à la grève de 2017. À l'époque, les médecins avaient déjà participé à une grève de 100 jours qui avait vu des personnes mourir faute de soins. Le gouvernement avait alors cédé en acceptant l'augmentation des salaires. Depuis, les médecins affirment qu'une partie de ces accords n'ont jamais été respectés, notamment le salaire proposé aux internes, qui représente une réduction par rapport au montant. Faisons un petit détour cette fois-ci et allons au Moyen-Orient. Les tensions ont atteint leur pic avec les attaques et ripostes entre Israël et l'Iran. Il faut noter que la légitime réponse de Téhéran face à Jérusalem fait mouche en Occident et fait également naître des soutiens. La Russie, au regard de cette situation, a elle aussi décidé de soutenir l'Iran, qui est un membre non moins important dans les BRICS. Regardons. C'était justement le 15 avril dernier que plus de 300 missiles étaient lancés dans l'espace aérien israélien, marquant une démonstration de force de la part de l'Iran. Malgré l'ampleur de ces frappes aériennes, aucun civil n'a perdu la vie sur le territoire israélien, soulignant la volonté de Téhéran de ne pas escalader le conflit de manière meurtrière, contrairement à son adversaire qui s'illustre dans la belligérance. L'implication de Moscou, dirigée par le président Vladimir Poutine, est devenue plus manifeste que jamais au vu des amitiés qui se recrutent derrière le régime sioniste d'Israël. Face à cette situation plutôt préoccupante, la Russie s'engage à soutenir l'Iran dans cette période critique, affirmant une solidarité sans faille. En témoignage de ce soutien, un navire de guerre lance-missiles supersoniques a été déployé au Moyen-Orient en réponse aux événements récents, soulignant la détermination de la Russie à maintenir un front uni avec Téhéran.
Cette alliance stratégique entre l'Iran et la Russie soulève des questions sur l'équilibre des forces régionales au Moyen-Orient. Alors que l'État hébreu, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a déclaré qu'il réagira après la riposte de Téhéran, le président iranien Ibrahim Raïssi a quant à lui lancé que toute autre initiative d'attaque fera l'objet de guerres dont les conséquences seront insoutenables dans la sous-région. Il faut du moins rappeler que les forces israéliennes n'ont pas donné de date relative à leur réaction, mais ont tout de même rassuré que leur attaque ne sera pas des moindres. Entre-temps, Téhéran peut compter sur le soutien de la Russie, pays avec lequel ils sont membres de l'alliance des BRICS. En conséquence, toute implication potentielle des États-Unis dans ce conflit complexifie encore davantage la situation. Les acteurs internationaux observent attentivement l'évolution de la situation au Moyen-Orient qui est sur le point de redistribuer les cartes parlant du nouvel ordre mondial. Et puis nous restons toujours dans le cadre du conflit qui oppose l'Iran à l'Israël, une situation qui interpelle au plus haut niveau. Les conflits dans le monde sont devenus comme du pain et du poisson tombés du ciel par un miracle divin. Si certains ont cru que la bêtise de l'Ukraine de tenter de vouloir résister à la démilitarisation russe, sachez que le Tintin, soutenu par des inhumains, a encore beaucoup à apprendre, tout comme Israël, qui est en ballottage dans le conflit Iran-Israël. Foudedi nous apporte une analyse irrélative. L'avenir de l'humanité serait en jeu au regard de la montée des périls orchestrés par des personnes connues, des blocs machiavéliques et des gouvernements sans foi ni loi. Le dernier cas de tension hors norme est bien évidemment la discorde mortuaire qui oppose l'Iran et Israël. Jusqu'au coup de marteau de l'Iran baptisé la vraie promesse, Israël ne s'imaginait pas de tels dégâts. Ce qui s'est passé dans la nuit du 14 avril ne s'est pas produit dans le vide. Les mesures de l'Iran étaient une réponse à l'inaction honteuse du Conseil de sécurité de l'ONU, une réponse à l'attaque flagrante d'Israël contre Damas. Ce n'est en aucun cas la première. La Syrie est constamment bombardée par Israël. Le ton monte donc dangereusement entre les puissances mondiales. La déclaration chinoise soutenant le droit de l'Iran à riposter suite à l'attaque israélienne sur l'annexe consulaire iranienne à Damas sonne comme un coup de semonce. L'arrivée de la frégate russe lance-missiles supersoniques Marshall Chapnokikov en Méditerranée et la prise de commandement du porte-avions français Charles de Gaulle par l'OTAN dans la même région ne font que exacerber les tensions. La menace d'une intervention russe en cas d'attaque conjointe américano-israélienne contre l'Iran plane comme un spectre. La perspective d'une réaction en chaîne aux conséquences désastreuses est donc glaçante. Le risque d'une confrontation directe entre l'OTAN et le Sud global n'a jamais été aussi élevé. Pendant ce temps, Israël a annoncé qu'il riposterait aux attaques iraniennes dans les prochaines 24 ou 48 heures. Les États-Unis disent ne pas se joindre aux représailles israéliennes contre l'Iran, selon un responsable américain. Des sorties abracadabrantes qui sont un non-événement, car selon le représentant adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Israël a violé le droit international en attaquant le consulat iranien. L'Iran a alors répondu, comme l'Occident qui a fait sienne la politique de 2 poids 2 mesures, qui est donc en train d'être déshabillé et humilié. Il assiste désormais impuissant aux ripostes de ceux qui jadis étaient résignés. Tout s'équilibre à présent. Parlons dès à présent de sport dans cette édition de l'information. Dans le cadre du championnat d'Afrique futsal au Maroc, après les matchs de groupe disputés avec beaucoup d'étincelles, les groupes A et B ont présenté les demi-finalistes de cette 7e édition de CAN de futsal. 8 nations sont engagées pour cette 7e édition de la CAN Futsal 2024 au Maroc. Dans le groupe A figurent le Ghana, la Zambie, le Maroc obtenant du titre et de l'Angola. Et dans le groupe B, on retrouve le malheureux finaliste de la dernière édition, l'Égypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie. Ces équipes sont reprises en 2 groupes de 4 pour la première phase.
Les deux premiers se qualifient en demi-finale. La finale, quant à elle, est prévue pour le dimanche 21 avril 2024 au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Le jeudi 11 avril marquait le kick-off de la compétition avec une affiche entre le Ghana et la Zambie. Plus tard en soirée à 20 h, le pays organisateur est entre à lice. Les Lions de l'Atlas, très attendus, ont fait bonne impression face à l'Angola. Lors de la première journée dans le groupe A, le Ghana s'incline 2-5 contre la Zambie. Le Maroc s'impose 5-2 face à l'Angola. Et dans le groupe B, l'Égypte sans trembler s'impose facilement 4-0 contre la Libye. La Namibie s'incline à 4-5 devant la Mauritanie. Lors de la deuxième journée dans le groupe A, la Zambie se fait surprendre 5-8 par l'Angola et le Maroc continue sur sa lancée en étriant 8-3 le Ghana. De même pour l'Égypte qui domine une rencontre face à la Namibie 10-3. Dans une rencontre très disputée, la Mauritanie finit par s'incliner face à la Libye 4-5. La troisième journée sera une toute autre paire de manches. Dans le groupe A, une nouvelle défaite du Ghana contre l'Angola 11-3. Le Maroc confirme son statut de favori en engrangeant une troisième victoire de rang contre la Zambie 0-13. L'Égypte fera de même pour le groupe B face à la Mauritanie 6-7. Avec cette victoire contre la Namibie, la Libye s'adjuge sa deuxième victoire de cette phase de groupe 11-5. Les demi-finales débuteront ce vendredi 19 avril 2024. L'Égypte et l'Angola s'affronteront pour un ticket pour la finale et le Maroc croisera le fer face à une équipe libyenne très revancharde. La finale est prévue pour dimanche 21 avril 2024 à 20 h. Le match de la troisième place aura lieu 3 heures avant. Refermons cette édition et parlons plutôt d'athlétisme. L'ancienne championne du monde de croissant maigre steeple, la Kenyane Nora Heuto, soupçonnée de dopage par la World Athletic. L'ancien champion du monde du steeple sur le 3000 mètres, Nora Heuto, fera face à une audience pour dopage en juin, 5 semaines avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le tribunal arbitral du sport a annoncé mercredi qu'il entendrait le 17 juin un appel du World Athletic contre une décision de l'année dernière qui a innocenté la championne du monde 2022 de soupçons de dopage sanguin. Heuto avait fait valoir que ses ulcères et une crise de Covid-19 pourraient expliquer ses résultats de tests sanguins en 2020 et 2021 qui ont ensuite été jugés irréguliers. Elle n'a pas été testée positive à une substance interdite. Heuto, née au Kenya, a concouru pour le Kazakhstan lorsqu'elle a remporté l'or au 3000 mètres steeple au championnat du monde de Gênes dans l'Oregon, mais n'a pas pu défendre son titre l'année dernière car elle a été suspendue au cours d'une enquête. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a impliqué Heuto, 28 ans, dans les transfusions sanguines interdites et dans la prise des poids énormément stimulant l'endurance. Et a rappelé que Heuto est devenue championne d'Afrique en représentant le Kenya, son pays d'origine, et a gagné sur le circuit de la Diamond League de premier plan en 2021. Elle a raté les Jeux Olympiques de Tokyo cette année-là, pendant que son changement d'allégeance au Kazakhstan était en cours. Un verdict d'urgence du TAS est probable avant que le steeple féminin ne soit disputé aux Jeux Olympiques de Paris du 6 au 8 août 2024 au Stade de France. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette édition du journal sur Pan-African Media TV, votre télévision qui vous unit et qui vous souverainise. Merci d'avoir été des nôtres pour cette autre tranche informative partout où vous êtes à travers le monde, en Afrique, le Proche et le Moyen-Orient. Vous êtes ceux-là qui voulaient du bien de ce monde qui est rempli de bonté et parfois de mauvaiseté, s'il faille le dire de cette manière. Retrouvons-nous demain, jeudi, à la même heure, avec le même plaisir, pour des informations encore plus fraîches pour l'Afrique tout entière.